Je pensais que l'amour surgirait doucement, comme une douce brise par un matin de printemps, subtil et bienveillant. Mais le jour où j'ai rencontré Adrienne Blake, il a frappé comme un éclair. C'était un mardi après-midi, le genre de mardi où l'épuisement vous hante après une longue journée de cours. Je suis montée dans le bus, jonglant avec mon sac à dos et un vieux cabas en toile, les yeux baissés, prête à décompresser jusqu'à mon arrêt. Viens, prends place, a dit une voix grave. J'ai levé les yeux. Il se tenait là, grand, large d'épaules, vêtu d'un manteau gris anthracite qui semblait digne d'une couverture de magazine, pas des transports en commun. Son sourire était simple, chaleureux et désarmant. Merci, ai-je murmuré en me glissant sur le siège. Je m'attendais à ce qu'il sorte son téléphone et m'ignore, mais il est resté près de moi, tenant la rampe, ses yeux se posant sur moi avec curiosité. Tu n'as pas l'air d'être du coin, a-t-il dit d'un ton léger, presque prudent. J'ai cligné des yeux, un peu surprise. Je suis étudiante. Je suis étudiante en langue à l'Université du Texas. Voilà qui explique tout, dit-il en m'observant juste assez longtemps pour que je me sente remarquée, mais pas mal à l'aise. Confiante, mais prudente. Désolée, ça doit paraître étrange. J'ai souri un peu malgré moi. Il a ri doucement, chaleureusement, sincèrement, comme s'il se souciait vraiment de ce que je pensais. Nous avons discuté jusqu'à mon arrêt de rien du tout. Café, parc préféré, et comment le temps texan hésitait entre l'été et l'hiver. Quand le bus s'est arrêté dans un sifflement, je me suis préparée à retourner à ma vie tranquille. Mais il m'a crié « Attends, je peux avoir ton numéro, j'aimerais te revoir. » Normalement, j'aurais dit non. Je n'étais pas du genre à donner mon numéro à un inconnu, mais quelque chose dans son regard, comme si j'étais la seule personne dans le bus, m'a fait hocher la tête. Bien sûr. Le lendemain soir, je me suis retrouvée devant un restaurant où je n'avais rien à faire. Le genre d'endroit avec une douce lumière dorée, des voitures élégantes alignées devant le voiturier et un matraé qui vous regardait comme s'il connaissait déjà votre cote de crédit. J'ai hésité, lissant ma simple robe noire. Et puis Adrienne est apparue, souriante comme si j'étais exactement celle qu'il voulait voir. « Tu es magnifique », dit-il en m'embrassant le dos de la main comme un gentleman d'antan. Dîner avec lui, c'était comme entrer dans une autre vie. Il commanda un vin dont je ne pouvais prononcer le nom et me raconta des anecdotes sur son enfance en Europe, sur ses parents adoptifs, Robert et Helena Dupont, qui vivaient principalement à Paris et à Genève, voyageant entre expositions d'art et événements caritatifs. Il m'a dit qu'il était revenu au Texas pour renouer avec ses racines. Je l'ai écouté, fasciné. Il ne se vantait pas. Il se confiait simplement, comme quelqu'un qui me confiait des morceaux de lui-même. Et lorsqu'il m'a posé des questions sur moi, mes cours, ma famille, mes rêves, il m'a écouté. Lorsqu'il m'a raccompagnée à ma voiture, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Je voulais le revoir. À partir de ce moment-là, nous étions inséparables. Les séances d'études se transformaient en rendez-vous café. Les rendez-vous café se transformaient en randonnées du week-end et les randonnées du week-end en appels téléphoniques nocturnes qui duraient jusqu'à l'aube. Adrien avait cette façon de me faire sentir que j'étais importante, que je n'étais pas une simple étudiante comme les autres, s'acharnant sur ses devoirs et travaillant à temps partiel. Il m'envoyait un texto « Bonjour » avant que mon réveil ne sonne et « Bonne nuit » longtemps après que je me sois endormie. Il me faisait rire quand j'étais stressée, m'apportait du café les jours où je ne pensais pas pouvoir supporter un dernier cours, et une fois, il est venu chez moi avec des fleurs, sans raison. Il n'a pas tardé à me parler d'avenir. « Tu devrais rencontrer mes parents », m'a-t-il dit un soir, assis sur le balcon de son appartement du centre-ville, les lumières de la ville illuminant nos têtes. Ils t'adoreront. Ils ont toujours voulu que je trouve quelqu'un de spécial. J'ai cligné des yeux, surprise par la vitesse à laquelle tout allait, mais dans le bon sens du terme. Tu es sûre ? Enfin, on sort ensemble depuis un moment. Il m'a interrompu avec un sourire. Crois-moi, Sarah, tu es différente. Personne ne m'avait jamais dit ça auparavant, pas comme ça. Et j'ai alors réalisé à quel point j'aimais l'entendre. Pour la première fois depuis des années, je me suis laissée aller à croire que je pouvais avoir un amour sûr et peut-être même durable. Avant l'arrivée d'Adrien,
Ma vie était simple, peut-être trop simple. J'ai grandi dans une petite ville près d'Austin, le genre d'endroit où tout le monde connaissait votre nom et la plupart de vos affaires. Mon enfance n'a pas été parfaite, mais elle a été honnête et parfois un peu difficile. Ma mère, Patricia, que tout le monde appelle Patty, était le genre de femme qui pouvait faire durer son argent comme par magie. Elle travaillait de longues heures à l'épicerie du coin, remplissant les rayons, gérant la caisse, faisant tout ce qu'il fallait pour que nous puissions manger. Mon père est parti quand j'avais 7 ans. Il n'y avait pas d'appel téléphonique, pas de carte d'anniversaire, juste de l'absence, comme si quelqu'un avait laissé un trou dans nos vies. Maman ne disait jamais de mal de lui, mais je voyais son regard se durcir dès qu'on mentionnait son nom. Elle ne pouvait pas se permettre l'amertume. Elle avait 2 filles à élever, et elle s'en sortait seule. Puis, il y a eu Jenna, ma sœur aînée de 3 ans. Elle était mon héroïne, sûre d'elle, gracieuse, inarrêtable. Jenna était une danseuse, et pas n'importe laquelle. Elle gagnait des concours, était invitée à des spectacles régionaux et parlait de déménager à New York un jour. La voir sur scène, c'était comme voir quelqu'un voler. Puis, l'accident est arrivé. Une soirée pluvieuse, une route glissante et un conducteur incapable de s'arrêter à temps ont tout changé. La jambe gauche de Jenna a encaissé la majeure partie du choc. Les médecins l'ont sauvée, mais sa carrière, elle, était partie. Elle a essayé pendant des mois de persévérer, de continuer à danser, malgré la douleur. Mais elle a fini par abandonner. Et puis, son fiancé est parti. Il lui a dit tout ce qu'il fallait. Ce n'est pas toi, c'est moi, et je ne supporte pas de te voir comme ça. Mais la vérité était plus simple. Il ne voulait pas d'une vie avec quelqu'un qui ne savait plus danser. Jenna s'est repliée sur elle-même après ça. Elle a arrêté de se produire sur scène, de fréquenter des gens, de vivre en quelque sorte. Certains jours, elle était tranquille, à plaisanter et à bavarder comme au bon vieux temps, mais la plupart du temps, elle restait dans sa chambre avec des écouteurs sur les oreilles, faisant comme si le monde extérieur n'existait pas. Je pense que c'est en la voyant traverser cette épreuve que j'ai été inquiète envers les relations. Je me disais que je me concentrais sur mes études, sur un diplôme en langue et littérature espagnole, mais au fond, j'avais peur. Peur de donner à quelqu'un un tel pouvoir sur moi. Pourtant, une partie de moi aspirait à quelque chose de vrai. Pas seulement une aventure, pas seulement un petit ami, mais quelqu'un qui me voit et qui reste. C'est sans doute pour ça qu'Adrien se sentait comme un miracle. Il est entré dans ma vie avec son sourire facile et sa voix chaleureuse, et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas sentie accablée par tout ce qui n'allait pas. Maman l'a remarqué avant tout le monde. Un dimanche, elle a posé sa cuillère à mélanger et m'a regardé fixement. Tu souris plus souvent ces derniers temps, a-t-elle dit, mi-accusatrice, mi-taquine. Il y a un garçon impliqué? J'aurais voulu nier, comme je le faisais d'habitude quand elle pleurait, mais j'ai ri et hoché la tête. Oui, maman, il y a quelqu'un. Elle m'a observé un long moment, comme si elle hésitait entre être heureuse ou inquiète. Finalement, elle a soupiré et a dit doucement. Promets-moi juste une chose, Sarah. Prends soin de ton cœur. Ça vaut plus que tu ne le penses. À l'époque, je pensais qu'elle se montrait simplement protectrice. Je ne savais pas si elle avait raison. Quand Adrienne m'a invitée à dîner chez ses parents, j'étais nerveuse, mais aussi excitée. Rencontrer la famille de quelqu'un signifiait quelque chose. Ça signifiait que nous ne sortions plus simplement ensemble. Ça signifiait qu'il était sérieux. Elles sont un peu différentes, dit-il avec un sourire en conduisant sa voiture sur des routes sinueuses. J'ai grandi en France, j'ai vécu partout en Europe. Tu les aimeras. Ce mot différent résonnait dans ma tête toute la journée. Ma colocataire Émilie m'a donné un conseil étrange avant mon départ. S'il parle français, fais comme si tu ne comprenais pas. Les gens disent donne des choses quand ils pensent que tu ne peux pas suivre. J'ai failli rire. Émilie, je ne parle pas couramment. J'ai seulement suivi le cours de français débutant pour mon option de langue. Exactement. Ne leur laisse pas deviner que tu comprends, même un peu, a-t-elle dit en agitant le doigt. Souris et hoche la tête, fais-moi confiance. C'est donc ce que j'ai décidé de faire. La maison des Dupont semblait tout droit sortie d'un magazine d'architecture. Des lignes épurées,
et moderne, adoucie par un éclairage chaleureux, des œuvres d'art européennes, encadrées, ornées dans les murs. Helena Dupont nous accueillit à la porte. Une grande femme élégante, aux cheveux aux mèches argentées, coiffée en un chignon parfait. Robert, son mari, suivait silencieux, mais avec un regard scrutateur qui me fit me redresser. Bénue, Helena, dit-elle chaleureusement en embrassant Adrienne sur les 2 joues avant de se tourner vers moi. Et tu dois être Sarah. Je souris en murmurant bonjour. Adrienne ajouta rapidement elle parle surtout anglais, maman. Le sourire d'Helena s'adoucit, mais une lueur brilla dans ses yeux. Intérêt? Amusement? Impossible à dire. Nous étions assis à une longue table en chêne dressée comme un tableau, argenterie polie, verres en cristal, bougies scintillantes. Au début, tout semblait presque parfait. Helena posait des questions polies sur l'école et la famille. Robert acquiesçait, ajoutant de temps en temps un bref commentaire. Adrienne gardait une main posée sur la mienne, comme pour me rappeler que j'étais à ma place. Mais au milieu du dessert, Helena jeta un coup d'œil à son mari et passa au français. N'est-ce pas? Elle ne sait pas pourquoi nous avons besoin d'elle, n'est-ce pas? J'en ai eu le souffle coupé, mais je suis restée impassible, faisant semblant de ne rien comprendre. Adrienne répondit rapidement, toujours en français. Non, elle ne sait rien. Helena sourit faiblement, prit une autre gorgée de vin et reprit la conversation en anglais, complimentant ma tenue comme si de rien n'était. Je me forçais à sourire poliment, mais mon cœur battait la chamade. Besoin de moi pourquoi? Le reste du dîner passa dans un flou. J'acquiesçais quand il le fallait, souris quand je le jugeais nécessaire, tout en repensant sans cesse à ces mots français. Sur le chemin du retour, Adrien était enjoué et me demandait ce que je pensais de ses parents. Ils sont très sophistiqués, dis-je prudemment. Il rit doucement. Oui, ils peuvent être intimidants. Ne le prends pas personnellement. Ils ont juste vécu dans un monde différent pendant si longtemps. J'ai hoché la tête en regardant par la fenêtre. Mais je ne pouvais pas me défaire de ce sentiment, comme si je venais de mettre les pieds dans quelque chose que je ne comprenais pas. Ce soir-là, allongé dans mon lit, j'ai murmuré les mots que j'avais entendus. Elle ne sait pas pourquoi nous avons besoin d'elle. Quoi que cela veuille dire, il ne s'agissait pas d'amour, d'acceptation ou de famille. Il s'agissait de leur être utile d'une manière ou d'une autre. Et pour la première fois depuis que j'avais rencontré Adrien, une froide peur s'est infiltrée dans la chaleur que j'éprouvais pour lui. 2 semaines après ce dîner, Adrien m'a surpris avec une idée. Partons ce week-end, a-t-il dit, adossé nonchalamment au comptoir de ma cuisine. Juste toi et moi. J'ai réservé un chalet dans les collines. Tu aurais bien besoin d'une pause. On en aurait bien besoin tous les deux. À première vue, ça semblait parfait, calme, romantique, loin du stress de l'école, et l'écho des paroles d'Helena résonnait encore dans ma tête. J'ai hésité, mais Adrienne l'a remarqué et a doucement pris mon visage entre ses mains. Tu es tendu ces derniers temps. Laisse-moi prendre soin de toi, pour une fois. J'ai hoché la tête lentement. Ok, oui, ça a l'air sympa. Le trajet en lui-même était magnifique. Des collines ondulantes, des fleurs sauvages ondulant dans le vent chaud du Texas, et Adrien fredonnant doucement à la radio. Il semblait parfaitement à l'aise, comme si c'était une étape de plus dans notre relation. Je voulais y croire. À notre arrivée, je suis sortie et j'ai cligné des yeux devant la vue. La cabane semblait tout droit sortie d'un magazine de voyage. Un porche en bois et en pierre entourait le porche, et au-delà, un lac scintillant reflétant le soleil couchant doré. Plutôt impressionnant, non? Dit Adrienne en passant un bras autour de ma taille. Allez, on déballe nos affaires et on commence à dîner. À l'intérieur, l'endroit était encore plus luxueux. Cheminée, tapis moelleux, cuisine déjà équipée. Adrien ouvrit une bouteille de vin rouge et me servit un verre. À nous, dit-il avec un sourire chaleureux. Nous avons discuté, ri, cuisiné ensemble, et pendant un moment, j'ai oublié cette voix lancinante dans ma tête. Jusqu'à ce que je remarque qu'il remplissait mon verre à chaque fois. Quand je me suis assis, j'avais la tête légère. Adrien, je me sens fatigué. Mes mots étaient lourds, ma vision s'est brouillée. Il fut à mes côtés en un instant, me déposant doucement sur le canapé. Mince, repose-toi.
murmura-t-il d'une voix calme et étrangement distante. Je me suis réveillée avec une odeur de bois humide et de métal. J'avais des élancements dans la tête et mes mains ne bougeaient pas. Elles étaient attachées dans le dos. J'étais sur le sol en béton froid de ce qui ressemblait à un sous-sol. Pendant un instant, je n'ai pas pu respirer. Puis, j'ai entendu la voix d'Adrienne, calme et posée, quelque part au-dessus. Oui, elle est prête. Tout est en place. Un frisson me parcourut l'échine. Elle est prête. Prête pourquoi? Je me tordis les poignets, grimaçant tandis que les cordes m'entaillaient la peau. Adrien, que fais-tu? Ma voix se brisa, paniquée. Il apparut en haut des escaliers, descendant lentement, l'air doux, presque tendre, mais inexact. Sarah, tu ne comprends pas encore, mais tu comprendras. Cela va changer ta vie. Mon cœur battait si fort que j'ai cru m'évanouir. Détache-moi, Adrien, s'il te plaît. Quoi que ce soit, ce n'est pas drôle. Il s'est accroupi devant moi, caressant une mèche de cheveux pour me caresser le visage. Elle me ferait confiance. Bientôt, tu me remercieras. Et à cet instant, en regardant l'homme que je croyais aimer, j'ai su deux choses. Il n'était pas celui que je croyais, et si je ne sortais pas, je risquais de ne jamais rentrer chez moi. Les cordes s'enfonçaient dans mes poignets, brûlant à chaque mouvement, mais je m'en fichais. La panique amplifiait tout, ma respiration, le sol froid sous moi, même le léger bourdonnement des grillons dehors. La voix d'Adrienne me parvint de l'étage. « Allez, calme-toi. » Oui, elle est prête. Tout est en place. Non, elle ne se doute de rien. Mon estomac se noua. Elle est prête à quoi? J'ai balayé du regard le sous-sol. Une simple ampoule pendait sur les murs de béton. Là, un clou rouillé dépassait d'un vieux cadre de porte en bois. Je me suis déplacée, m'approchant à genoux, priant pour que les cordes ne claquent pas assez fort pour qu'ils l'entendent. Mon pouls battait fort dans mes oreilles, tandis que je frottais les cordes contre le clou. Au début, rien. Puis, un fil céda, puis un autre, jusqu'à ce qu'une main se libère. Je me figeai, écoutant. Adrienne parlait toujours à l'étage. Je dénouai le reste avec des doigts tremblants, puis je m'attaquai à mes chevilles. Mes mains étaient maintes et moites de sueur, mais finalement les cordes tombèrent. L'escalier était trop risqué. Je me tournai vers la petite fenêtre près du plafond. Elle était étroite, mais je l'ouvris brusquement et me faufila à travers, me frottant les bras contre le cadre rugueux. Nuit froide. L'air me frappa le visage tandis que je tombais à terre dehors. Je courus. Des branches fouettèrent hors mes bras et mon visage tandis que je traversais les bois à toute vitesse. Derrière moi, un cri fendit la nuit. « Sarah, arrête! Ce n'est pas ce que tu crois. Je ne me suis pas arrêtée. Mes poumons brûlaient, mes jambes hurlaient, mais j'ai continué à courir. Chaque craquement de branches ressemblait à ses pas qui se rapprochaient. Puis, devant moi, une lumière, faible mais réelle, une cabane. J'ai couru vers elle, trébuchant sur une racine et heurtant violemment le sol avant de me relever. « À l'aide !» ai-je crié en frappant à la porte. « Aidez-moi, s'il vous plaît !» La porte s'ouvrit brusquement et un homme apparut dans le cadre. Grand et large, vêtu d'un sweat à capuche gris. À côté de lui, un molinois belge grogna doucement. Ses muscles activèrent un ressort. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, les yeux plissés. « Quelqu'un m'a drogué, m'a attaché. Il arrive, s'il vous plaît. » Ma voix se brisa tandis que des larmes coulaient sur mon visage. L'homme n'hésita pas. Il s'écarta, m'attira à lui et lança un ordre sec. « Duke, regarde !» Le chien s'élança en aboyant férocement dans la nuit. Quelque part derrière nous. Adrienne jura et se retira dans le silence. L'homme claqua la porte et la verrouilla. « Tu es en sécurité maintenant, » dit-il fermement en m'observant de la tête aux pieds. « Tu trembles. Assieds-toi. » Je me suis effondrée sur un fauteuil en cuir usé, le corps tremblant de façon incontrôlable, tandis que l'adrénaline me quittait. « Qui t'a attaché ?» a-t-il demandé en s'agenouillant pour regarder les brûlures de cordes sur mes poignets. « Mon petit ami, Adrien Blake, » ai-je balbutié. « Il n'est pas celui que je croyais, » a-t-il dit. Il m'aidait, mais ma voix s'éteignit lorsque la réalité me frappa. J'avais fait confiance à la mauvaise personne et cela avait failli me coûter tout. La mâchoire de l'homme se serra. « Je m'appelle Mark Bennett, j'habite ici.
Ancien militaire maintenant. Recherche et sauvetage. Tu es en sécurité ici. Merci, murmurai-je, les larmes aux yeux. Avant toute chose, nous avons appelé le shérif. Il prit son téléphone et composa le numéro, parlant vite et efficacement. Quand il eut fini, il me tendit une couverture et s'accroupit à nouveau près de moi. Tu vas bien maintenant. Quoi qu'il ait prévu, c'est fini. Mais au fond, je n'en étais pas si sûre. Adrienne avait une raison pour ce qu'il faisait, et tant que je ne la connaîtrais pas, je ne me sentirais pas vraiment libre. Les adjoints arrivèrent 20 minutes plus tard. À ce moment-là, ma mère et ma sœur étaient arrivées aussi. Marc les avait appelés quand je n'arrivais pas à trouver un mot. Maman m'a serré dans ses bras si fort que j'avais du mal à respirer. « Tu es en sécurité maintenant, ma puce », a-t-elle murmuré. Mais même en m'accrochant à elle, une pensée résonnait sans cesse. Pourquoi ont-ils besoin de moi? Je n'avais pas encore de réponse. Le bureau du shérif était plus froid que la nuit dehors. Un adjoint m'a enveloppé les épaules d'une couverture, tandis que j'étais assis sous les lumières fluorescentes crues, essayant de maintenir ma respiration régulière. « Prenez votre temps, mademoiselle Mitchell », m'a dit doucement un policier. « Recommencez, depuis le début. » J'ai donc tout vérifié. La rencontre avec Adrien, le coup de foudre, le dîner avec ses parents, les mots de français que je n'étais pas censée comprendre, et enfin mon réveil, attaché dans un sous-sol. Quand j'ai eu fini, un long silence s'est installé. L'enquêteur principal, l'inspecteur Harris, tapota son carnet avec son stylo. « Vous disiez comprendre un peu le français. Qu'avez-vous entendu exactement ?» Je répétais soigneusement. « Elle ne sait pas pourquoi nous avons besoin d'elle, n'est-ce pas ?» Et la réponse d'Adrienne, « Non, elle ne sait rien. » Harris échangea un regard avec un autre adjoint. Cela concordait avec les informations que nous étions en train de rassembler. Je fronçai les sourcils. Des renseignements sur quoi? Il se pencha en avant. Adrien Blake n'est pas seulement un charmant petit ami. Ses parents adoptifs, Robert et Helena Dupont, font l'objet d'une enquête discrète pour fraude internationale. Fraude? Ma voix se brisa. Ils se font passer pour des consultants humanitaires, prétendant aider des familles fortunées à retrouver des proches disparus. Ils facturent des millions, mais la plupart du temps, ils ne trouvent personne. Et quand ils arrivent à trouver quelqu'un, le regard d'Harris croise le mien, fixe et grave. Il livre la mauvaise personne. Un sosie. Mon estomac se noua. Un sosie comme moi. Harris hocha la tête. L'un de leurs clients est Victor Riabins, un milliardaire qui a perdu sa jeune fille il y a des années. Il paraît qu'il est toujours désespéré de la retrouver et prêt à payer le prix fort. Ta ressemblance avec elle est troublante. La pièce vacilla un instant. Alors, Adrien, il ne m'a jamais aimé. Il t'a ciblé, dit Harris sans détour. Il a établi une relation de confiance, s'est assuré que tu étais investi émotionnellement, puis a planifié de te livrer à Ria Bins comme sa fille en est disparue. Ils auraient falsifié suffisamment de documents pour que ça paraisse vrai. Un frisson me parcourut si profondément que j'eus l'impression que je ne retrouverais plus jamais chaud. Au matin, les policiers avaient investi la cabine où Adrien m'avait emmené. Ils trouvèrent les cordes, le vin imbibé de sédatifs et un sac de sport rempli de faux papiers, dont un passeport avec ma photo, mais le nom de quelqu'un d'autre. Robert et Helena furent arrêtés sur un petit aérodrome privé alors qu'ils tentaient d'embarquer dans un avion à destination de la France. Adrien a été arrêté quelques heures plus tard, caché dans un entrepôt abandonné. Lorsqu'ils l'ont arrêté, j'étais encore au poste, en train de faire une déposition officielle. Il avait l'air calme, presque résigné. « Sarah, dit-il doucement, tandis qu'il le laissait passer, menotté. Tu n'as pas à me détester. Je t'offrais une vie meilleure. » Je le fixais, stupéfaite. « Tu appelles ça une vie meilleure? Me droguer? Me mentir? Me vendre comme une propriété ?» Pour la première fois, une lueur traversa son visage. Peut-être de la honte, peut-être du regret, mais elle disparut instantanément lorsqu'ils l'emmenèrent. Le FBI s'en occupa quelques jours plus tard. Il s'avéra que ce n'était pas la première fois que les Dupont tentaient ce genre de choses. Ils avaient déjà perpétré des escroqueries similaires en Europe, remplaçant des héritiers disparus par des sosies. La plupart des victimes étaient trop gênées ou traumatisées pour se manifester.
Mais je n'allais pas me taire. J'ai fait part de ma déposition à tous ceux qui en avaient leur besoin. J'ai assisté à des heures interminables d'interrogatoires et de dépositions, et chaque fois que je parlais, j'avais l'impression de retrouver une part de moi-même qu'Adrienne avait tenté de voler. Malgré tout, les nuits étaient difficiles. Je me réveillais haletante, pensant que j'étais toujours dans ce sous-sol, toujours attachée, écoutant encore la voix d'Adrienne, me disant que je le remercierais plus tard. Mark Bennett, l'homme qui m'avait sauvée, passait souvent prendre de mes nouvelles. Parfois, il ne disait pas grand-chose. Il restait assis sur le porche avec moi, tandis que Duke, son molinois belge, était allongé à nos pieds. Cette compagnie silencieuse me permettait de respirer plus facilement. J'étais libre, mais je ne me sentais toujours pas en sécurité. Pas encore. Les semaines qui ont suivi l'arrestation d'Adrienne se sont succédées. J'étais en sécurité, mais la sécurité ne me semblait pas celle que j'imaginais. Chaque nuit, je me réveillais en sursaut, persuadée d'être toujours dans ce sous-sol, entendant encore sa voix murmurer. « Tu me remercieras plus tard. » Maman essayait de m'aider de la seule façon qu'elle connaissait, en cuisinant. Chaque fois que je me retournais, il y avait un autre plat dans le réfrigérateur ou une tarte fraîche en train de refroidir sur le comptoir. Jenna essayait aussi, maladroitement au début, mais elle commença peu à peu à s'ouvrir sur sa propre douleur. « Tu ne méritais pas ça, m'a-t-elle dit un après-midi, les yeux brillants. Et je ne méritais pas ce qui m'est arrivé non plus. Peut-être devrions-nous tous les deux arrêter de nous culpabiliser pour ce que les autres ont fait. » Ces mots m'ont marqué, mais c'est Mark qui m'a aidé à reprendre mon souffle. Il est arrivé sur mon porche un soir, Duke trottant joyeusement à ses côtés. « Je voulais passer voir, dit-il en grattant les oreilles au jarnet du chien. Je vais voir comment tu tiens le coup. Je haussai les épaules, incapable de cacher ma fatigue. Certains jours vont bien, d'autres moins. Marc hocha la tête, comme s'il comprenait plus que je ne pouvais exprimer. C'est normal, la guérison n'est pas simple, c'est compliqué, et lent, et ce n'est pas grave. Sa voix portait un poids d'expérience que je n'avais pas remarqué auparavant. Finalement, il m'a expliqué pourquoi. Des années auparavant, sa femme et sa jeune fille étaient mortes dans un accident de voiture. Il avait ensuite quitté l'armée et s'était installé dans les collines, préférant la solitude à tout. Je ne supportais pas qu'on me regarde comme si j'étais brisée, a-t-il avoué un soir alors que nous promenions Duke près du lac. Je suis donc arrivé ici, où personne ne me connaissait. Je l'ai regardé, réalisant qu'il comprenait ce que signifiait se sentir à la fois en sécurité et en danger, vouloir du lien tout en le craignant. Au cours des semaines suivantes, nous avons davantage parlé, parfois de grands sujets, du deuil, de la confiance, du recommencement, et parfois de petits détails, comme quel café proposer les meilleurs roulés à la cannelle. Mais chaque conversation me semblait rassurante. Marc n'a pas essayé de me guérir. Il ne m'a pas dit de sourire ou d'avancer. Il m'a simplement laissé tranquille. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, peignant tout d'or, Marc a dit quelque chose qui m'a figée dans mon élan. « Tu es plus forte que tu ne le penses. Tu n'as pas seulement survécu, Sarah. Tu as couru, tu t'es battue, tu t'en es sortie. C'est un courage que la plupart des gens ne trouvent jamais. J'ai dégluti avec difficulté. Je ne me sens pas fort. Tu n'as pas besoin de le ressentir pour l'être, dit-il doucement. Avec le temps, nous avons trouvé des moyens de nous entraider. Il m'a encouragée à refaire de longues promenades sans paniquer, à chaque branche qui craque. Et je l'ai encouragé à renouer avec les gens, à laisser quelqu'un entrer à nouveau. Puis, un rebondissement inattendu est survenu. Avec l'aide des anciens contacts militaires de Marc, nous avons retrouvé Julia, la véritable fille disparue de Victor Riabins. Voir père et fille se retrouver après des décennies de séparation a été bouleversant, non seulement pour eux, mais aussi pour moi. Cela m'a rappelé que tout ne se terminait pas par une trahison. Certaines choses pouvaient encore être bonnes. Ce soir-là, assis sur la véranda avec Marc et Duke, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis Adrien, la paix. Marc m'a tendu une tasse de café et m'a dit doucement, presque timidement, « Tu sais, j'aime bien t'avoir près de moi. » Pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri, un vrai sourire. J'aime aussi être là. Et à cet instant,
Avec Duke blotti à nos pieds et les étoiles s'étendant à perte de vue au-dessus de nous, j'ai réalisé quelque chose de puissant. Je n'avais plus peur. Ni de Marc, ni de faire confiance à quelqu'un d'autre, ni peut-être même de mon propre avenir. Les saisons ont changé tandis que ma vie se reconstruisait tranquillement. Ce qui semblait autrefois une obscurité permanente s'est peu à peu réchauffé pour laisser place à une vie plus lumineuse et plus sûre. Marc et moi n'avons rien précipité, mais nous avions quand même l'impression d'avancer l'un vers l'autre depuis le début. Il était patient, constant, le genre d'homme qui laissait le silence rimer avec sécurité plutôt qu'avec gêne. Un soir, Jenna se tenait devant moi, les larmes aux yeux, sans ses béquilles. J'ai été admise à la phase finale de l'opération, dit-elle d'une voix tremblante de joie. Il s'avéra que Victor Riabingv, infiniment reconnaissant que nous l'ayons aidé à retrouver sa vraie fille, avait payé toutes les interventions nécessaires pour que Jenna puisse danser à nouveau. La veille de son opération, Jenna m'a pris les mains et m'a murmuré. « Tu m'as sauvée, Sarah. Sans toi, je serais encore cachée. Tu ne t'es pas simplement échappée. Tu m'as aussi tirée de mon propre sous-sol. » Je l'ai serrée fort dans mes bras, réalisant que la guérison était rarement le chemin d'une seule personne. Elle se propageait au-delà de moi, touchant tout ce qu'on aimait. Des mois plus tard, par une chaude soirée de printemps, Marc m'a conduit au lac près de sa cabane. Duke bondissait devant moi, la queue remuant comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. « Sarah » commença Marc, sa voix chargée d'une nervosité que je n'avais jamais entendue auparavant. J'ai passé des années à croire que ma vie était finie. Cet amour, je l'avais déjà perdu. Mais tu es venue frapper à ma porte, terrifiée et courageuse à la fois. Et tu m'as réveillée. Il sortit une petite boîte en velours et l'ouvrit pour révéler une bague simple et élégante. J'ignore à quoi ressemblera l'avenir, mais je sais que je veux l'affronter avec toi. Veux-tu m'épouser ? Les larmes brouillèrent ma vision tandis que je murmurais « Oui ». Pendant un instant, tout s'immobilisa. Le vent, les arbres, même ma propre peur. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas brisée, j'étais entière. Nous avons eu un petit mariage dans le studio de danse préféré de Jenna, celui où elle avait refusé de mettre les pieds pendant des années. Ce jour-là, elle a dansé à nouveau, lentement, prudemment, mais radieuse, sous les yeux de Marc et moi, les larmes aux yeux. Et un mois plus tard, alors que Marc et moi déballions le dernier carton de la petite maison qu'il construisait, je tenais un test de grossesse dans mes mains tremblantes, positif. Ce soir-là, debout sur notre porche, je contemplais les étoiles au-dessus de la région texane de Hill Country, une main posée sur mon ventre, et je murmurais « Tout va bien maintenant. Nous sommes en sécurité. » J'avais pensé que le monde serait toujours dangereux après ce qui s'est passé, que la confiance serait toujours impossible. Mais j'avais tort. Parfois, la vie vous ouvre pour que quelque chose de meilleur puisse naître. Et cette vie que j'avais failli perdre était enfin à nouveau mienne.